I met Professor Uftier about 3 or 4 years ago in a Romanian train between Cluj and Suceava. Those of you who know Romania, it's about maybe 250, 300 kilometers. It was an 8-hour train ride, or maybe 7 hours. It seemed like 8. So we got a lot of time to spend together and get to know each other. It turns out we had very similar interests. He works on fantastic literature, 19th century literature, cinema, but also European culture, European cinema. So he was here last year. For those of you who saw his lecture last year, he spoke on the roman belge pendant l'occupation et après la Deuxième Guerre mondiale. And this year he's going to speak about the relationship between the European Union and European cinema. What is European cinema? It's not as obvious as it seems. Arnaud Uftier studied at the University of Paris, Troyes ou Quatre? Troyes. I always make that mistake. Paris 3, and has an agrégation, and now teaches at the University of Valenciennes, and is also, what other administrative function? Okay, yeah, also he directs the university press at Valenciennes. He's the author, at a very young age, he's the author of 5 books and 10 editions. The 2 most important books, I think, are this recent book on a Belgian author named Stanislas André Steeman, Aux limites de la fiction policière, that just came out at Ancrage. And he's also the author of, I think, the most interesting, the most penetrating book on 19th century fantastic literature called Les Frontières du Fantastique. If 19th century literature is your thing, you need to check out this book. Let me just say a couple of things about the series. We had Professor Patricia Dewey from the University of Oregon a couple weeks ago, who sort of laid out the terrain of European cultural policy and how difficult it is for ideas about culture to become policy. And the next 3 lectures are going to focus on a particular aspect of European culture. Today, cinema. Next week, next Wednesday at 11 o'clock, we have Anne-Marie Thiès, who's going to be speaking about the construction of European identity. And then in about another month, April 2nd, we're going to have Christophe Pomian, who's going to be presenting the European Museum that just opened up this year. Excuse me? Next week at noon. Really? Okay, excuse me. Next week at noon. Note that. Wednesday at noon, Anne-Marie Thiès. Is there anything else? No, I think that's it. I'll turn it over to Professor Uftier. Thank you. C'est très... merci Scott. Donc je tiens d'abord à remercier Scott Frenger. Je suis très honoré d'être là de nouveau. Si je reviens, c'est d'ailleurs parce que j'ai vraiment apprécié la première expérience à BYU. Je tiens aussi à remercier le département de français, Yvon Lebras, en cas Mitroy, et le Kennedy Center aussi. Donc comme j'ai compris qu'en fait au niveau du temps, sinon je peux... Là ça ne fonctionne. Voilà, au niveau du temps, c'était assez limité, donc je vais commencer de suite. Et pour rester un peu en liaison avec la conférence de l'année dernière, je commencerai par une anecdote un peu, ce qu'on appelle en Europe une histoire belge. Donc je suis désolé, j'ai appris qu'il y avait des Belges dans la salle, mais ce n'est aucunement contre les Belges. Pourquoi cette anecdote? Parce que ça me semble assez significatif des enjeux de ce qu'on peut appeler le cinéma européen. Donc je commencerai par ça. Cette anecdote, c'est tout simplement la réalisation d'un film qui s'appelle Malpertuis, tiré d'un roman du plus grand romancier européen, si ce n'est mondial, du XXe siècle, qui s'appelle Jean Rey, et qui a été réalisé par Harry Kummel donc en 1972. Jusqu'à aujourd'hui, c'est encore considéré comme la plus grosse production belge, puisqu'à l'époque où ça a été, la Belgique était fédérée, Harry Kummel a obtenu des subventions des 2 communautés, la communauté flamande et la communauté wallonne. Très grosse production, il a comme acteurs des acteurs français, néerlandais, français, il y a Michel Bouquet, Jean-Pierre Mariel, Sylvie Vartan, etc. Et il avait aussi obtenu Orson Welles, un acteur américain qui avait un petit rôle, mais quand même assez important. Donc il tourne ce film, il prend à peu près 1 an, et le film, on décide, comme c'est une grande production, on décide que ce film représentera la Belgique au Festival de Cannes en 1972. Se pose le problème, puisque tout avait été enregistré, les acteurs français parlaient en français, les acteurs, enfin Orson Welles parlait en anglais, et les acteurs néerlandais parlaient en néerlandais, se pose le problème de projeter le film dans quelle langue. Et donc pendant plusieurs mois, au Sénat belge,
on s'est posé la question de savoir si ce film était un film belge d'expression française ou néerlandaise. Après, on s'est posé la question de savoir si Jean Rey était lui-même un auteur belge francophone ou néerlandais. Donc ça a duré plusieurs mois. Et pour régler le problème qui apparaissait insoluble, c'est toujours la technique du compromis en Belgique, on a tout simplement donné les bandes du film à un monteur anglais qui travaillait pour la Hammer et qui a monté le film sans prendre l'avis du réalisateur. Donc le film a été monté a été montré à Cannes en anglais, monté par un Anglais, en disant que c'était un film belge. Et on a prétendu que c'était les prémices du cinéma européen. Ce qui s'est passé, c'est que tout simplement Harry Kummel a renié complètement ce film. Quand il l'a vu, il a lui-même été horrifié quand il l'a vu à Cannes, et c'était la première fois qu'il le voyait. Et il a repris les bandes, et il a réalisé le film, il a remonté le film pendant 1 an pour donner une nouvelle version, cette fois-ci en néerlandais. Donc vous voyez, cette anecdote, qui est quand même assez typique du climat en Belgique, pose les enjeux. On a quelque chose, ici un film avec 3 pays, même 4 avec les Pays-Bas en cause, et on arrive à quelque chose qui est difficile à exploiter au niveau d'une étiquette, et se pose le problème aussi de savoir si on peut garder une autonomie artistique à partir du moment où il y a des enjeux financiers. Et toute la communication que je vais essayer de faire ici, c'est basée sur cette liaison. On ne peut pas, quand on parle de cinéma européen, faire l'impasse sur les enjeux économiques et de savoir quelle est cette liaison entre la part économique et la part artistique. Donc je vais ici procéder en 3 parties, assez simples. Tout simplement, dans une première partie, c'est de voir ce qu'on peut entendre par l'étiquette cinéma européen. Est-ce que ça renvoie à des cinémas nationaux des pays d'Europe, ou est-ce qu'on peut avoir un cinéma européen? Donc là, ça sera vraiment de voir comment, à partir des années 60 notamment, la première fois que l'étiquette cinéma européen intervient, c'est en 1963, comment on peut définir des critères de nationalité des cinémas des pays européens, et quelle est l'importance dans cette première partie, quelle est l'importance pour les différents pays européens des cinémas des pays voisins. Est-ce qu'on a simplement un repli sur soi où on accepte et on voit les cinémas des autres pays, donc européens? Donc, nationalité des œuvres. Et dans une deuxième partie, puisqu'on a ici une définition du cinéma européen comme un assemblage de différents cinémas nationaux, dans une deuxième partie, c'est ce qui est annoncé par Malpertuis, c'est de voir des programmes mis en place pour avoir des collaborations entre différents pays européens, ce qu'on a appelé véritablement un cinéma européen. Et ici, je parlerai notamment des 2 initiatives les plus importantes au niveau du Conseil européen, qui sont les initiatives Eurimage et Média. Et je mettrai peut-être un petit film. Eurimage et Média qui ont créé justement cette nécessité de collaboration entre 3 pays au moins. Et on a eu on verra ce que ça implique, cette étiquette de Europudding. Donc, c'est très, très à la mode en Europe de parler de Europudding, et ce n'est pas vu d'un point de vue très positif. Et encore une fois, donc, il y aura lancinante cette question de savoir si l'économique, à partir du moment où on monte des films européens Europudding avec simplement des projets au niveau de la production, si l'économique dirige cette fois-ci véritablement le côté artistique. Et en même temps, dans une troisième partie, on a ces 2 constructions un peu du cinéma européen. Dans une troisième partie, je m'intéresserai plutôt à savoir est-ce qu'on peut, en dehors de cela, trouver un esprit éventuel du cinéma européen, c'est-à-dire qui serait commun à tous les pays de l'Europe. Et un peu par provocation, je dirais déjà dès le départ que le dénominateur commun de tous les pays européens, d'un point de vue cinématographique, c'est le cinéma américain. Puisque les seuls films qui sont vus dans tous les pays européens sont des films américains. Il y a même un peu, j'annonce tout de suite un premier chiffre, c'est quand même que les films américains diffusés en Europe, la part des films américains diffusés en Europe tourne autour des 70%. Ça va de 40% dans certains pays jusqu'à 90% dans certains pays. Vous voyez, c'est vraiment le dénominateur commun. La plupart des Européens ne connaissent au niveau du cinéma que le cinéma américain. Et il y a toujours, dans cette troisième partie, cette tentative de définition du cinéma européen contre le cinéma américain. Qu'est-ce que ça implique au niveau des enjeux? Et toujours par provocation, pour bien situer encore une fois le débat, il y a cette phrase assez connue en Europe de dire que puisque la question c'est de savoir est-ce que le cinéma européen peut aussi s'exporter aux États-Unis, il y a cette boutade assez connue en Europe de dire que le seul
spectateur américain du cinéma européen, c'est Woody Allen. Voilà, souvent on dit ça. Et si je vous dis cette boutade, c'est aussi simplement parce que quand on va essayer de trouver des tentatives d'affronter le cinéma américain un peu sur le même terrain, de comprendre pourquoi le film de Woody Allen que vous connaissez peut-être, Match Point, est un film anglais, donc européen. Et ça, vous verrez qu'il y a des contournements possibles de la part de certains pays, surtout les Anglais, pour dire on fait un cinéma européen, mais qui peut accepter des auteurs, des réalisateurs américains. Donc dans cette troisième partie, ça sera vraiment de voir un peu toutes les voies de fuite possibles et l'avenir éventuel du cinéma européen par rapport à son grand rival omnipotent, omniscient américain. Et j'essaierai de voir si on a un état d'esprit, comment se construit-il. Première partie, donc je repréciserai un point, mais je pense que je n'ai pas besoin de m'étendre. C'est si je prends une optique économique ici, c'est évidemment parce qu'au niveau des décisions européennes, le terme de culture a toujours été difficile à gérer. Je crois que vous avez une communication là-dessus, donc je n'ai pas à y revenir, mais la culture intervient vraiment au niveau des décisions européennes à partir de 92 du traité de Maastricht. Et avant, les fondateurs de l'Europe pensaient que simplement ce qui était intéressant, c'était le point de vue économique. Et on avait toujours le sentiment que la culture n'était pas affaire de politique. Et ça, il y a une exception qui était déjà là avant, c'est le cinéma. La liaison entre le côté artistique du cinéma culturel du cinéma était plus prononcée que pour la littérature, une défense de la littérature par exemple. Et point de départ aussi, je préciserai que donc on a toujours cette dépendance, en dehors des décisions de l'Europe, des différents pays avec différentes approches du cinéma national. Et la question de la première partie qui va me permettre de développer cette première partie, c'est de savoir justement, c'est une question assez difficile pour les Américains, de savoir s'il faut financer tout simplement le cinéma européen. Pour les Européens, ça nous paraît tout à fait normal. Je crois que pour les Américains, ça peut paraître un peu plus difficile à comprendre, puisque quand je parle de financement, je dis bien que c'est du financement public, donc du financement de l'État. Ce n'est pas une production qui est simplement d'aller chercher de l'argent ailleurs, mais simplement les États aident le cinéma et l'Europe aide le cinéma financièrement. Donc on a en fait un paradoxe toujours de ce cinéma, de savoir où se situe-t-il entre l'économique et le culturel, où se situe-t-il entre quelque chose qui doit relever du marché et quelque chose qui doit être dépendant des politiques financières des différentes nationalités. On en arrive donc à savoir cette étiquette de film européen qu'on a adoptée ici. Quand intervient-elle? Donc l'expression, je vous l'ai dit, intervient, la première expression du film européen, qu'on retrouve textuellement, film européen, intervient à une décision du Conseil de l'Union européenne en 1963. Et on a une définition qui est minimale, tout simplement, je la reprends. On définit un film européen comme un film ayant la nationalité d'un État membre. Donc pour l'instant, c'est quand même très minimal. On n'a pas cet esprit fédérateur européen, simplement cet esprit de marqueterie. Chaque pays a un cinéma national qui est européen. Et par rapport à ça, donc, dès 1963 et progressivement, on va toujours définir des projets, comment financer le cinéma national. Et pour financer ce cinéma national, on va établir des règles strictes de certificat de nationalité de certains pays européens. Donc là aussi, pour des Américains, c'est peut-être un peu difficile à comprendre, mais on a eu toujours besoin de dire pourquoi ce film est français, pourquoi ce film est allemand. Et on a établi des grilles de lecture possibles, et on devait passer à travers certains filtres pour dire s'il est vraiment nationalité. Je vais aller assez rapidement, mais bien dire que pour définir un film national, il y a deux grilles principales. C'est-à-dire que certains pays procèdent par une définition globale. On dit voilà, ça doit relever d'une certaine culture nationale, le réalisateur doit être de la nationalité du pays, etc. Donc c'est quelque chose d'assez intégratif. Et le deuxième système, c'est ce qu'on appelle un système de points, point system, où à chaque fois, si le réalisateur est par exemple français, ça vaut 3 points, si le scénariste est français, ça vaut 2 points, etc. Et il faut arriver à un certain nombre de points pour avoir le critère de nationalité. Le système français est très complexe, mais les Français aiment bien les systèmes complexes, d'une manière ou d'une autre.
ce qu'on peut retrouver, donc je ne vais pas vous montrer à chaque fois les différences entre les pays, mais vous l'avez dans le document numéro 1. Dans tous les pays, c'est les critères principaux qu'on retrouve. Ça, les critères de définition, vous voyez, donc même quand il n'y a pas de points, mais je pourrais vous montrer parfaitement qu'en France, la nationalité vaut 3 points, etc., et la grille de lecture. Mais vous avez tous ces critères qui permettent de définir le cinéma nationaux. Je ne peux pas vous faire les différences entre tous les critères des différents pays, mais je vous dirai simplement certaines différences qui sont assez significatives d'une nation, enfin de l'Europe, avec des différences à l'intérieur des pays européens. Par exemple, en Allemagne, je dirais de suite qu'en Allemagne, on a progressivement, et c'est assez significatif, abandonné l'idée de film national. On ne le retrouve plus dans les textes, mais on parle, et il faut comprendre la nuance, on parle de film éligible à la subvention. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui, on abandonne l'idée de nation, mais on dit ce film peut être éligible au niveau d'un financement. En Allemagne, pourquoi on dit éligible? Tout simplement parce que pour eux, ça ne se limite pas à l'Allemagne, mais ça se limite, enfin ça va du côté de l'espace culturel germanophone. C'est-à-dire qu'un film peut être éligible s'il est aussi autrichien ou suisse-allemand. Et il peut être éligible aussi si le producteur ou le réalisateur est étranger, mais parle suffisamment l'allemand et intervient suffisamment au niveau de la culture allemande. Donc vous voyez, c'est comment ces critères peuvent être élastiques dans certains pays et assez significatifs de certains enjeux. Les Allemands ont voulu abandonner cette idée de nationalité allemande pour avoir quelque chose d'une culture un peu transnationale. En Espagne, pour les changements assez importants, en Espagne, on estime tout simplement, il y a aussi un pourcentage, de dire que 75% des acteurs du film, et quand on parle d'acteurs, ça peut être le producteur, le réalisateur et les acteurs eux-mêmes, doivent avoir la qualité de ressortissants espagnols. Pour l'instant, voilà, c'est assez classique, sauf que dans le système de définition espagnol, il y a un « ou », et ce « ou », c'est « ou ressortissant d'un autre pays européen ». Donc on abandonne aussi en Espagne cette idée de film national comme strictement bloqué à la nationalité. Le système français est plus complexe, donc je n'en parlerai pas, mais il y a un système de films sélectifs, etc. Et ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est justement le système des films nationaux, les critères de définition des films nationaux en Angleterre, parce que les Anglais ont toujours un problème avec l'Europe, à essayer de sortir de l'Europe tout en y étant. Et jusque récemment, en fait, pour avoir un critère de nationalité de film anglais, ça se limitait simplement à la production. C'est pour ça que Woody Allen, par exemple, peut faire un film anglais, en étant américain, mais le producteur est anglais. Et vous verrez que les Anglais savent attirer les Américains différemment. Mais donc, le réalisateur peut être étranger à partir du moment où il fait son film en Angleterre aussi, pour faire marcher un peu l'économie anglaise, mais on accepte des étrangers. Les Pays-Bas aussi ont un système différent qui montre un peu cette marqueterie européenne. Ils refusent l'idée de films nationaux, mais de dire qu'un film, enfin, en tant que tel, mais qu'un film éligible pour avoir une attribution financière doit présenter un lien avec la culture néerlandaise. Donc ce n'est pas la même chose que le pays, là on est au niveau de la culture néerlandaise. On peut très bien venir d'un pays étranger, mais en ayant cette volonté de défendre la culture néerlandaise. C'est le résultat donc d'une appréciation globale du projet. Et à partir du moment où le projet est accepté au niveau d'une défense de la culture néerlandaise, on donne un certificat de nationalité néerlandais. Oui, il y a quand même quelque chose d'assez paradoxal, je trouve, dans ce montage. Donc en même temps, je ne vous donne pas l'ensemble des pays européens, mais ce qu'on peut voir avec ça, c'est qu'il y a un enjeu évidemment économique qui est important. Et en même temps, si les films sont éligibles et subventionnés par leur propre pays, la question est de savoir est-ce que cela garantit une vision de ces films dans les autres pays européens? Est-ce qu'on reste bloqué à des pays entre eux? Chaque pays ne voit que son propre cinéma. Et par rapport à ça, il faut déjà préciser d'une part que certains pays en Europe possèdent un marché autosuffisant. C'est-à-dire qu'on peut avoir des rentrées financières suffisantes en exploitant le film uniquement sur son propre territoire. Il y a en Belgique, surtout flamand, des comédies assez connues avec Urbanus qui sont absolument inexportables, mais qui ont un succès énorme en Belgique. Donc on construit le film en se disant, de toute façon, on aura le public nécessaire en Flandre. Il y a la même chose, un film qui a été assez connu,
qui est un film turc, Kurtlar Vadisi. Je crois qu'en anglais, ça doit dire Valley of the Wolves. Donc, avec mon accent, vous comprenez pourquoi c'est mieux que je parle français. Donc, qui est un film réalisé par Salim Attar, qui est un film turc sur l'Irak, avec une vision très turque de l'Irak, qui est aussi inexportable et qui a fait 94% de ses recettes en Turquie elle-même. Donc, film inexportable, et là, on est quand même en un système à l'intérieur de l'Europe qui serait déjà un système de repli des différents cinémas nationaux qui ne traversent pas les frontières de Heimat, littérature, Kultur, par exemple. Et donc, je reviens à ce problème de dire que les seuls succès de certains films au niveau de l'Europe entière sont justement les films américains. Films américains avec 70% des entrées. Et là, vous avez un peu juste les chiffres, le document 2 que je vous ai donné, un peu. Enfin, les documents 2, 3 et 4 reprennent un peu cette mainmise économique du cinéma américain, puisque là, je suis désolé, j'ai mis ça en allemand. En gros, ça montre à peu près la part, vous voyez, jusque 2000, de 96 à 2000, la part du cinéma américain en Europe, c'est ce que vous avez au document 2, et la part des films européens chez eux, et la part des films européens dans d'autres pays. Donc, vous voyez très bien, la mainmise est assez évidente. Et le document 3 reprend un peu tout ce qui est au niveau de l'Europe. Document 3, c'est dans tous les pays européens, et chaque pays a une représentation de ses propres films et dans certains pays européens. Et pour en terminer avec les documents, comme ça je suis libre avec les documents, vous avez, pour bien montrer que vous êtes en territoire connu quand on vous parle de cinéma américain, le document 4, c'est en 2006, les plus grosses entrées au niveau des cinémas européens. Et vous voyez très bien que sur les 20 films, vous en connaissez au moins à peu près 15, puisqu'ils sont américains. Donc ça, c'est la culture européenne, c'est la culture américaine. Enfin, ça pose un problème. Donc, d'un autre côté, si vous voulez, par rapport à cette mainmise du cinéma américain en Europe, les films européens projetés aux États-Unis n'ont jamais représenté plus de 2% du marché audiovisuel américain. Donc, je crois que quand on est arrivé une fois à 2%, et c'était un chiffre extraordinaire, vous voyez 70% d'un côté et 2% de l'autre, la balance est largement déficitaire au niveau du cinéma contre le cinéma européen. Ce que je vous dis là, c'est tout simplement de dire qu'en même temps, si le marché est autosuffisant, il y a un manque d'argent évident, il y a un manque de marché évident, et de dire tout simplement que sans les aides nationales accordées aux films, il n'y aurait peut-être plus de cinéma européen. La plupart des films ne peuvent pas fonctionner sans les aides nationales. Et les chiffres sont énormes, et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de réactions de la part d'Hollywood, qui trouvent que c'est absolument c'est injuste de sponsoriser de manière étatique le cinéma. Pour vous donner simplement un chiffre, entre 2002 et 2005, les différents États européens ont sponsorisé des films européens à hauteur de 6,5 billions d'euros. Donc ce qui est quand même assez important. Et avec le taux en ce moment, ça fait beaucoup de dollars, qui est très faible. Donc aide répartie sur 3600 films. Donc vous voyez, on est vraiment dépendant un peu de cette manne financière émanant des pays. Et les aides les plus importantes, ça je vous dis pour bien montrer le problème du cinéma européen, les aides les plus importantes, ça se situe au niveau de la France. C'est la France qui sponsorise le plus, qui donne le plus d'argent public pour ces films, de l'Angleterre, de l'Italie, de l'Espagne et de l'Allemagne. Et ces 5 pays représentent à eux seuls 83% de la somme que je vous ai donnée. Donc on voit aussi avec ça que le cinéma européen présente des inégalités très très fortes au niveau des marchés nationaux. Les grands marchés sont les 5 marchés que je vous ai précisés, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne et la France. Et par rapport à ça, par rapport à ces inégalités, et en même temps par rapport à ce fait qu'on donne de l'argent à des films, il y a toujours un besoin de se justifier, de dire pourquoi on donne des films. Et la justification se base sur 2 critères, tout simplement. De dire le premier critère, c'est une exigence culturelle. Exigence culturelle, construire l'Europe, construire une identité européenne contre les Américains. Et la deuxième justification, c'est de dire que c'est en même temps
On donne de l'argent public, mais c'est une stimulation de l'économie. Stimulation de l'économie, puisqu'on crée en même temps un milieu, on crée des réalisateurs, on crée des techniciens. Donc ça stimule l'économie. Ça nous amène en même temps à parler de quelque chose qui a préoccupé, qui a été très polémique ces dernières années. C'est comment parle-t-on de cinéma ? Est-ce qu'on exclut le cinéma ? Ce que je viens de vous dire là, ça pose évidemment un problème d'un point de vue économique. Comment peut-on, d'un point de vue légal, cette fois-ci, et je ne parle plus d'un point de vue idéologique, justifier le fait de donner de l'argent public ? On a trouvé un terme qui vient principalement de François Mitterrand, d'ailleurs, avec Helmut Kohl, un terme qui était tout simplement celui de dire que le cinéma était une exception culturelle. Exception culturelle qui est très très simple, qui est apparue en 1993 et qui a conduit l'Europe communautaire à placer, là je cite parce que chaque terme est très, très important, à placer sa production audiovisuelle sous un statut d'exception dérogatoire aux droits communs auxquels étaient assujettis les autres marchandises. C'est-à-dire qu'on est parti, pour bien comprendre par rapport aux États-Unis, tout ce qui pouvait être cinéma va être considéré comme des biens, goods, et là on a défini en quelque sorte une exception culturelle des cultural goods, pour dire ça s'exclut du marché, et on peut subventionner ce type de projet. L'exception culturelle, cette initiative européenne, revenait à considérer que l'œuvre audiovisuelle avait vocation à s'affirmer comme une œuvre de l'esprit, et que cette qualité d'œuvre de l'esprit transcendait en quelque sorte sa dimension marchande et justifiait de la soustraire aux lois du marché. C'est une très belle construction de la part de Mitterrand quand même d'avoir réussi à imposer ça. Il a quand même emmené avec lui Helmut Kohl. Évidemment, ça pose des problèmes, ça justifie les subventions, mais c'est aussi une déclaration qui est éminemment politique et qui a été perçue comme telle. Contre un peu, il y a eu des réactions, notamment américaines, au WTO, etc., de dire, avec les accords du GATT, de contrecarrer un peu cette initiative européenne. Mais en même temps, cette thèse de l'exception culturelle a toujours été fragilisée, elle a toujours été contestée par beaucoup. Pourquoi elle était fragile ? Parce que dès le départ, ce qu'elle revendiquait, c'était une certaine forme d'élitisme, une certaine forme de corporatisme en quelque sorte. Pourquoi le cinéma, vu comme exception culturelle ? Et les détracteurs, qui étaient nombreux de l'exception culturelle, disaient que c'était l'émanation aussi d'un sentiment nationaliste. On voyait surtout ça au niveau de la France, et c'était assez mal vu, avec une exclusion en quelque sorte des autres pays que les pays européens. Donc on dit l'exception culturelle a quelque chose de trop nationaliste, donc on était un peu contre cette idée. Surtout, les détracteurs voyaient cela comme une défense du protectionnisme, et ils reprochaient à cette exception culturelle d'avoir une politique frileuse, et en même temps se refermer sur elle, d'établir une loi de privilège, c'est-à-dire d'accorder de l'argent. Donc on dit, voilà, cette exception culturelle, c'est une loi qui est établie pour faire des privilèges. Et la définition même, pour les détracteurs, du mot culture posait problème. Qu'est-ce qui est culturel vraiment ? Et là, je n'ai pas le temps vraiment de voir ce que ça implique. Mais tout cela pour vous dire que ce terme d'exception culturelle, qui a été très polémique, a été remplacé progressivement dans les différents traités européens par celui de diversité. On a conservé culturel, mais on a remplacé exception par culturelle par diversité culturelle. Ce qui fait un peu plus politiquement correct et de dire l'Europe, c'est une diversité culturelle, mais on a gardé cette loi dérogatoire pour les subventions. L'exception culturelle, diversité culturelle, vous voyez très bien qu'on passe cette fois-ci d'une définition nationale du cinéma européen à une définition plus globale d'un cinéma européen qui imposerait une image de soi et une image de l'autre. Et ça a été progressivement cette idée de dire le cinéma européen n'est pas uniquement un repli sur soi, mais une connaissance de l'autre. Ça a été imposé par l'entremise de plusieurs programmes que je vais rapidement parcourir, cette fois-ci avec des initiatives véritablement européennes. Il y en a trois programmes. Le premier s'appelle la télévision sans frontières, TVSF, c'était le programme TVSF. Le deuxième s'intitule Eurimage, je vais y revenir tout de suite. Et le troisième s'intitule Média. Vous allez voir comment s'établit un système européen. La première directive, donc télévision sans frontières, émane du Conseil de l'Europe en 1989.
Et globalement, ça impliquait quoi? Il y avait coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives en même temps, des États membres, relatives à l'obligation dans chaque pays de diffuser des films d'autres pays européens. Donc Télévision sans frontières, qui était une obligation en même temps. Accorder un certain quota de films européens dans chaque pays. En même temps, cette directive assurait la libre circulation des services dans le domaine de la radiodiffusion télévisuelle. Donc libre circulation au niveau européen. Et on évite de parler de cinémas nationaux, mais on définit, encore une fois, une nouvelle définition du film européen qui reprend le point system qu'on voyait, qui le reprend au niveau, cette fois-ci, de l'Europe tout entière. Donc c'est plus appliqué simplement à des pays, mais c'est appliqué au niveau de l'Europe. Obligation des chaînes de télévision, avec cette directive de télévision sans frontières, obligation des chaînes de télévision en matière de programmation et de production. Article 4, je vous en fais 2 simplement, les États doivent absolument veiller à réserver une proportion majoritaire, je dis bien majoritaire, de leur temps de diffusion à des œuvres européennes. Donc, pour les Américains, il n'y a pas besoin d'avoir cette directive puisque ça se fait de soi. Donc, mais là, on a besoin en Europe d'avoir ces directives. En outre, il y a des choses très, très intéressantes dans cette directive, c'est que 10% du temps d'antenne devait être consacré à des œuvres de cinéma indépendants. Et si on n'avait pas ce temps d'antenne de 10%, on pouvait subventionner, accorder la même somme pour subventionner des productions de cinéma indépendants. Ça, je trouve que c'était quand même assez intéressant. Et dans l'article 6, donc on dit tout simplement que dans l'article 6, les films européens sont les films qui concernent les pays membres de l'Union européenne, avec à chaque fois la répartition selon les critères classiques de la géographie européenne. Donc ça, c'est quand même assez simple à comprendre. Mais cette directive, comme d'habitude avec l'Europe, on a accordé une possibilité de l'adapter à certains pays. De l'adapter à certains pays, et là aussi, ça serait intéressant d'avoir un peu plus de temps pour voir, à chaque fois, c'est assez significatif de la difficulté du fonctionnement en même temps européen. Je n'ai pas le temps de le voir, mais en Belgique, on a adapté cette directive entre les deux pays, entre les deux communautés. C'est-à-dire que ça évitait en même temps pour les Flamands de projeter des films belges francophones, et l'inverse. Vous voyez, il y avait des choses comme ça. Bon, en Espagne, il y a des différences, mais la différence la plus importante, c'est quand même en Angleterre, encore une fois, de dire que l'Angleterre se différencie toujours, c'est que l'Angleterre a tout simplement changé le terme de proportion majoritaire de films européens en proportion suffisamment représentative. Alors, vous voyez toute la différence de dire, bon, c'est suffisamment représentative d'œuvres d'origine européenne. Et par rapport à ça, on leur a dit que ça ne relevait pas véritablement de la directive. Et alors, les Anglais sont revenus en accordant uniquement une proportion majoritaire de films européens sur 3 chaînes. Et ça a évité comme ça aux autres chaînes d'avoir à se soumettre à cette directive. Donc, première directive importante, donc, la directive de télévision sans frontières. Et deuxième projet européen très très important, celui d'Eurimage, qu'on appelle Eurimage. Donc E-U-R-I-M-A-G-E-S. Eurimage, le président actuel est un Français, c'est Jacques Toubon, qui vient d'être élu, qui a comme mission de promouvoir tout simplement l'industrie du cinéma européen. Eurimage a été créé en 1988 et il réunissait les États membres, 33 États membres européens, et son but était très, très simple, de promouvoir le cinéma européen en stimulant la production et la circulation des œuvres, en favorisant la coopération entre professionnels. Donc le projet Eurimage, c'était de dire tout simplement, pas de repli des cinémas nationaux, mais obligatoirement une collaboration entre différents pays. Donc ça, c'est intéressant parce qu'à partir de 1988, on change en quelque sorte de la définition du cinéma européen et de dire les subventions peuvent être accordées à partir du moment où il y a différents pays qui travaillent sur un même projet. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et Eurimage se décline, je vais très rapidement, mais il y a des choses intéressantes. Donc d'une part, au niveau de la production, de coproduction, dans ce sens-là. D'autre part, au niveau de la distribution, une aide aussi aux salles
Et un projet annexe à Eurimage est le projet d'Europa Cinéma de subventionner des salles de cinéma qui présentent majoritairement des films européens. Donc on a quand même un soutien financier qui est quand même assez important. Je n'ai pas le temps d'y revenir, mais comme toutes les directives européennes, on a un système de points pour définir quel film est éligible ou pas. Mais les détracteurs d'Eurimage disent tout simplement que la manne financière d'Eurimage est très très faible. C'est simplement 600 millions d'euros sur 5 ans, donc ce n'est pas très fort. Pour en terminer avec Eurimage, je dirais que c'est important pour bien comprendre, c'est que la dernière année, Eurimage a différencié ses guichets pour bien voir quel type de film on avait. Là, on arrive véritablement aux enjeux du cinéma européen. Premier guichet qui concernait les films à vocation commerciale, donc les films qui étaient sûrs, garantis d'un certain succès. Et deuxième guichet, les films à vocation art et essai. De dire, voilà, il faut définir en fait si c'est un film à vocation commerciale ou si c'est un film art et essai. Et les subventions étaient moindres pour les films art et essai, mais quand même assez importantes. Et surtout, c'est que Eurimage, là ça va créer un choc pour les Américains, c'est que Eurimage se superpose à des aides nationales. C'est-à-dire qu'une coproduction peut venir en même temps majoritairement d'un pays, donc obtenir des subventions d'un pays européen, et Eurimage peut compléter cette production financière. Donc des films d'art et essai peuvent ne rien coûter au réalisateur. Donc c'est quand même assez curieux cette construction de Eurimage. Donc le complément c'était Europa Cinéma, ça je vous l'ai dit. On arrive à la plus grande entreprise dans le cadre de l'Union européenne, cette fois-ci pas le Conseil de l'Europe. C'est l'entreprise Média. Donc l'entreprise Média, vous pensez savoir ce que ça veut dire au niveau média, mais c'est un acronyme français qui veut dire mesure d'encouragement pour le développement de l'industrie cinématographique. C'est un très bel acronyme, je trouve. Donc ça a été Média, créé le 21 décembre 1990, donc un peu plus tardif, dans le cadre de l'Union européenne, cette fois-ci. Et 3 axes principaux pour Média. L'axe principal, c'est un complément, si vous voulez, d'Eurimage. C'était la formation des professionnels, de dire que c'était un marché économique, le développement des projets, donc aide à la production, et la distribution aussi en salle. Les efforts financiers ont toujours été perçus comme pas assez forts au point de vue des sommes. Progressivement, il y a eu différents projets médias. Le Média 1, qui a duré 5 ans, on pensait simplement que c'était provisoire, qui accordait à peu près 500 millions. Il y a eu un projet Média 2 qu'on a étendu en projet Média Plus. Et actuellement, on vient de décider d'accorder une manne financière beaucoup plus importante. On a dépassé les 800 millions d'euros, beaucoup plus importante avec le projet qui vient de naître, Média 2007, qui est le plus gros projet européen au niveau de cinéma et qui établit comme règle intangible qu'il doit y avoir au minimum 3 pays impliqués pour que le film soit éligible. Donc 3 pays impliqués, un réalisateur peut-être français avec des acteurs belges et puis le scénariste allemand. Donc ça, c'est coproduction entre différents pays éligibles. Je n'ai pas le temps, je vois le temps passer, je voulais vous montrer un petit film de Média, mais je n'ai vraiment pas le temps de le passer. Mais savoir que Média a été très connu dernièrement, puisqu'il y a eu une grosse campagne en fait, de publicitaire pour Média en 2007. Et il y a notamment, donc ce n'est pas ce film-là, rassurez-vous, que je voulais vous passer, mais je voulais vous passer simplement le film de projection. Et pour vous dire, les films sponsorisés par, vous en connaissez peut-être certains, les films sponsorisés par Média, il y a notamment Amélie Poulain, qui est un film aidé par Média. L'Auberge espagnole, qui est vu comme le film représentatif de Média. Il y a différents films de ce type, mais aussi Les Bronzés ou des choses comme ça, enfin un peu moins intéressantes, ou Astérix, pas obligatoirement les meilleurs films, mais Astérix est un projet Média, est un film européen dans ce sens-là. Ce n'est pas les meilleurs. Et il y a eu une campagne de production, enfin de promotion assez intéressante. Et il y avait eu 4 petits films, notamment le 4e, enfin je vais aller assez rapidement, il y avait le film où il y avait Joy par exemple, on voyait des scènes prises de films aidés par le projet Média, qui disait voilà, nous allons partager cette joie ensemble. Il y avait Amour 1 et Amour 2. Et Amour 2, ça a créé une grosse polémique, on en a beaucoup parlé en France notamment, puisque c'est passé au Sénat. Amour 2 représentait simplement des extraits de scènes
sexuelle cette fois-ci. Et à la fin, la conclusion était de dire, je ne sais pas si c'est compréhensible en anglais, mais le cinéma européen, jouissons-en ensemble. Et donc ça a créé une polémique parce qu'on a refusé que ça soit projeté tout simplement. Parce que cette publicité était projetée au cinéma avant certains films. Et là, tout le monde, enfin certains ont été offusqués. Et en même temps, c'était un coup peut-être médiatique puisque ça a fait connaître le projet média. Personne avant ne savait qu'il y avait des films européens. Et le simple fait de parler avec ce scandale, tout le monde connaît maintenant en France qu'il y a des films européens et des films Europudding. Donc, j'en arrive maintenant, vous voyez très bien qu'on a des cinémas européens et j'en arrive aux problèmes. Enfin là, on a exposé un peu ce qui se passe vraiment, mais quels sont les problèmes? C'est que donc on a un film qui peut être en même temps national. Amélie Poulain est vue par beaucoup comme un film français, mais qui est en même temps un film européen d'un point de vue du fonctionnement. Donc avec des aides doubles. Ça crée des problèmes pour certains films. Si j'en reste avec Jeunet, le film Un long dimanche de fiançailles n'a pas été accepté comme un film français parce qu'il y avait un producteur américain. Il faut dire qu'on se méfie quand même des producteurs américains en France. Mais il était en même temps accepté comme film européen. Donc il y a eu un imbroglio juridique pour avoir ce critère de nationalité français. Donc ça crée à chaque fois des problèmes. Et surtout, c'est le problème principal qui se pose à partir du moment où on a cette définition d'un film européen comme une collaboration entre différents pays. Est-ce que c'est l'économique qui dirige l'artistique ou l'inverse? Et là, je donnerai des exemples très très simples. Un exemple très rapide de dire qu'un réalisateur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Raoul Servet, qui n'est pas connu malheureusement, mais qui est pour moi un des plus grands réalisateurs européens, qui avait fait avant des courts-métrages, Harpia notamment, primé à Cannes, et qui avait comme projet, pour lui c'était vraiment son projet son premier film, qui était Taxandria, et il avait besoin d'un budget assez important. Donc il s'est tourné vers le projet média. Et au départ, son film était un film d'animation. Et on lui a imposé avec un procédé qu'on appelait la servégraphie, qu'il avait inventé lui-même. Et donc, on lui a dit, voilà, c'est très bien ton film, mais si tu veux une coproduction, il faut qu'il y ait des décors naturels. Donc on a changé en même temps le film d'animation avec des décors naturels. Et on a pris des décors naturels en Allemagne, pour dire que c'était en Allemagne. Et après, finalement, on lui a dit, le servégraphie, ça coûte trop cher. Donc en même temps, on a des effets spéciaux qui vont se retrouver en France. Donc il a dû, par rapport à ça, changer le scénario intégralement de son film, et finalement c'est un échec d'un point de vue artistique cuisant. C'est ce qu'on appelle, c'est quand on a peur de l'Europudding en France, c'est ça. C'est de dire vraiment, l'économique va décider de certains choix, il va faire changer les scénarios. Si vous connaissez Dancer in the Dark de Lars von Trier, c'est la même chose. Dancer in the Dark est une coproduction entre le Danemark, il y a la Suède et la France, et par rapport à la France, Lars von Trier a pris Catherine Deneuve après. Et donc le scénario a été réécrit pour adapter Catherine Deneuve. Vous voyez, tout le problème du cinéma européen, c'est ça, de savoir ce qu'implique vraiment l'Europudding. Et ça implique quelque chose de terriblement paradoxal, sur lequel je terminerai sur cette troisième partie, c'est que certains détracteurs de l'Europudding disent tout simplement qu'il faut retourner vers une autre définition du cinéma européen, qui serait tout simplement un cinéma national, plus un autre cinéma national, plus un autre cinéma national. Et pas avoir cette idée de créer quelque chose qui serait artificiel. Et il y a des choses des exemples très simples, parce que Rimage, par exemple, et Média donnent l'idée comme exemple de réussite l'auberge espagnole. Les défenseurs des cinémas nationaux et en même temps européens donnent l'exemple d'un film que vous connaissez peut-être, c'est Goodbye Lenin de Wolfgang Becker, qui est un très très bon film, que je trouve très intéressant, qui est un film allemand et qui a rencontré un véritable succès dans tous les pays d'Europe. Donc, sans être européen au sens d'Europudding, en étant européen parce qu'il est allemand, il est vu dans les autres pays. Donc, il est représentatif de cette diversité culturelle de l'Europe. Autre exemple donné cette fois-ci par les Europudding, Germinal. Germinal est un film européen, très mauvais. Enfin, moi, je trouve vraiment c'est une catastrophe, ce film. C'est une catastrophe. Contre-exemple, le film de Dance de Tim Konings, qui est pour moi un pur chef-d'œuvre, qui est un film cette fois-ci belge, qui n'a pas rencontré le succès par contre. Vous voyez, on est toujours à savoir où se situer avec l'Europudding, avec des réussites et surtout des échecs,
avec des cinémas nationaux qui trouvent éventuellement certaines limites quand il faut être vu dans les autres pays européens. Donc problème de savoir si on a vraiment ce repli vers les cinémas nationaux, mais avec possibilité d'être vu ailleurs, ou si on a obligatoirement ce croisement entre différents pays. Surtout, voir que le danger de l'europudding, enfin de ce qu'on appelle l'europudding, c'est de placer cela sur un territoire uniquement commercial. Quand je vous ai parlé des grands exemples de l'europudding, ça a choqué beaucoup de personnes, en France notamment, enfin ça a surtout choqué ceux qui l'ont vu, c'est que le film qui pour l'instant a touché le plus d'argent au niveau média, c'est justement Astérix. Donc c'est peut-être pas utile de dépenser autant d'argent que cela. Donc de savoir si on a, c'est comme ça qu'on peut essayer de voir, et j'en terminerai là, je pense. Si vous voulez des questions, il y avait d'autres choses sur le cinéma européen, mais j'ai un peu débordé. C'est tout simplement de savoir est-ce que le cinéma va se définir comme un assemblage de diversité culturelle de cinémas nationaux. Est-ce que le cinéma européen peut se définir avec ce travail entre différents pays, avec certaines limites, ou est-ce que le cinéma européen ne peut pas combattre, en même temps c'est la troisième voie possible, et par laquelle je terminerai, combattre le terrain, les Américains sur leur propre terrain. Et ça, ce sont certains défenseurs, notamment je pense à Maurice Blin, qui avait fait une intervention en 2001 au Sénat européen, très très polémique, en disant comment faire pour contrecarrer le cinéma européen, on fait la même chose, mais avec des critères européens. Enfin, le cinéma américain, je ne sais pas si... Donc vous voyez, ça, ce terrain-là, c'est fait notamment par des Luc Besson, qui veut absolument faire des grandes productions, des super productions un peu à l'américaine. C'est fait par certains distributeurs, certains producteurs. Je pense à Independent Film, qui, contrairement à son nom, c'est en Belgique notamment, c'est terriblement américain. Mais par rapport à ça, je dirais tout simplement que si je veux voir un film d'entertainment, je préfère autant voir un film américain qu'une copie européenne, en quelque sorte. Si je veux voir des voitures, des films d'action, je préfère autant voir Speed que Taxi, où les voitures, j'ai l'impression toujours que ça fait du 50 km/h. Donc vous voyez, pour moi, le danger est là. À partir du moment où on veut vraiment essayer de copier la culture américaine, cinématographique, les codes hollywoodiens, on a du mal. On a du mal, à mon avis, parce qu'on ne peut pas avoir de choses aussi importantes. Et la dernière possibilité pour dire aller sur le même terrain que les Américains, le seul pays actuellement qui est véritablement capable de le faire en Europe, ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais parce que justement, les Anglais ont contourné un peu tout ce qui était critères d'éligibilité européenne et ils ont établi cette possibilité d'avoir des réalisateurs de pays étrangers qui venaient en Angleterre. Et quel était leur intérêt de venir en Angleterre? C'était tout simplement qu'on détaxait tout. Donc ça coûtait moins cher pour certains Américains de venir faire des films en Angleterre. Alors il y avait une étude que j'ai lue récemment d'Hollywood, de Los Angeles, qui dit qu'ils sont formidables quand même finalement d'un point de vue cinématographique, ces Anglais. Ça c'est le protectionnisme américain à l'inverse. Et c'est vrai qu'au niveau des superproductions, les Anglais sont à peu près les seuls, puisque les James Bond restent anglais, et les Harry Potter aussi, ça reste anglais. Donc on a des grosses productions qui sont capables de rivaliser avec les productions américaines. Mais est-ce que c'est ça l'avenir? Est-ce que c'est cela l'avenir du cinéma européen? Je n'en suis pas du tout sûr. Est-ce que l'avenir est de repasser un cinéma d'auteur qu'on a du mal à trouver? Est-ce que l'avenir est de voir un Jeunet, par exemple, se tourner directement vers l'Europe ou un Jeunet se tourner vers les Américains pour faire Alien? Je préfère quand même ce qu'il fait en Europe que quand il fait des Aliens aux États-Unis. Mais en même temps, les deux sont nécessaires. Est-ce que donc l'Europe a un avenir réel au niveau des coproductions ou un repli sur soi? La question restera en suspens et je pense qu'il nous reste quelques minutes peut-être pour en parler. Et je vous remercie de votre patience. Some of you might need to leave, but we can stick around for another 15 or 20 minutes if you want to ask questions or talk to Mr. Ouftier. Any questions? Le grand succès du film kazakh Borat. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que Klapisch, maintenant, il fait un film après L'Auberge espagnole et Les Coupés russes, il fait Paris. Oui. Donc un film qui est purement national, je suppose. Je sais pas. Ah ben, c'est une équipe française.
Ben, certains défendent justement en disant que le cinéma européen vient avec des sujets véritablement nationaux. Et c'est ça, enfin, l'exemple de donner, l'exemple avec Goodbye Lénine, c'est ça. C'est-à-dire c'est un sujet local qui en même temps peut avoir... les sujets européens, c'est difficile à trouver. Quand même, il y a des détracteurs, c'était Tavernier qui disait plus on cherche à avoir un sujet européen, plus l'imaginaire s'étrique. Et on perd, en fait, quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on est à 2% aux États-Unis de films européens? Est-ce qu'il y a, je sais pas, est-ce qu'il y a des taxes Est-ce que c'est uniquement une question de langue? Est-ce que c'est l'argent? Il y a une question de langue, d'une part, mais il y a eu cette imposition de l'exception culturelle. En même temps, à la même époque, les Américains essayaient de... Enfin, il y avait ce qu'on appelait le New Transatlantic Market. Et on essayait de faire des ponts entre la production européenne et la production américaine. Je pense que pour les Américains, c'était surtout pour faciliter encore plus l'accès des Américains européens. Mais en même temps, il y avait possibilité d'avoir le marché dans le sens inverse. Et avec l'exception culturelle, on a refusé un peu cela. Et je pense aussi par rapport à ça qu'il y a des films, sincèrement, qui ne peuvent pas... Taxi, je doute que ça ait vraiment un impact. C'est un impact très très grand en France, d'un point de vue commercial. Je ne vois pas l'intérêt, sincèrement, pour un spectateur américain d'aller voir ce film. Ça reste, pour moi, bloquer un système qui est un peu en retard de ce côté-là. Après, le reste, l'intérêt du film européen, ça reste du film d'auteur qui est difficile, un peu plus difficile à comprendre. Il y a Angus Finet, un livre que j'aime bien d'Angus Finet sur le cinéma européen, et qui explique ça tout simplement d'un point de vue des scénarios. Alors en même temps, il faut accepter le fait que ça généralise un peu, mais lui explique la différence, parce que là, on n'a pas eu le temps de voir l'esprit un peu du cinéma européen. Il dit tout simplement que le cinéma européen est d'une manière ou d'une autre plus réfléchi, mais dans le sens réflexif, et basé sur le doute. C'est-à-dire que le cinéma américain explique le monde, et le cinéma européen le commente en laissant quelque chose qui relève de l'indécision. Et ça, c'est très difficile, à mon avis, pour les spectateurs américains, qui sont habitués au code hollywoodien où tout est expliqué. Ça c'est parce qu'ils veulent se montrer différents, non? À l'opposé des films américains. Ça, je ne suis pas sûr. Je pense que ça reste quand même... il y a aussi quelque chose, quand on regarde un peu tout le cinéma européen, il y a une liaison au passé, il y a quelque chose comme une obsession du passé dans le cinéma européen, qu'on retrouve moins... Oui, oui, il y a l'absence de... Ça vend mal. Il y a l'absence il y a l'absence de happy end aussi. Souvent, dans le cinéma européen, il n'y a pas cette absence, il n'y a pas cette happy end. Donc pour moi, le cinéma américain, d'une manière ou d'une autre, surtout le cinéma d'entertainment, est très behavioriste, très explicatif. Alors que le cinéma européen est d'une manière ou d'une autre, on pense aux classiques Fellini, Bergman, etc., était introspectif. Et ça, quand on est habitué au code hollywoodien, c'est, à mon avis, plus difficile à passer. Mais le sujet est très vaste. J'ai une autre Oui. question, j'allais commenter sur ça, mais je me suis rendu compte que les Américains n'aiment pas trop ce style, mais je me suis dit, mais pourquoi ce style américain se trouve en Europe d'un pourcentage si élevé, mais c'est juste que... En même temps, par rapport à ça, les exemples dans l'ouvrage de Angus Finet, tous ces exemples datent quand même de 20 ou 30 ans minimum. Et moi, je me pose véritablement la question, on en parlait hier avec Scott, est-ce que c'est toujours valable pour le cinéma européen? Qu'est-ce qui est marquant, en dehors de Jeunet, qu'est-ce qui est marquant dans le cinéma, véritablement d'un point de vue artistique européen, depuis 15 ans Moi, j'ai du mal, est-ce qu'il y a encore un cinéma d'auteur? Il y a des films intéressants, mais est-ce qu'on a quelque chose qui est aussi... Il y a Clapiche, oui. Il y a Audiard. Audiard qui est déjà un peu plus ancien, quand même. Qui continue à sortir, mais qui a déjà commencé sa carrière avant. Mais au niveau nouveau souffle du cinéma européen, c'est beaucoup moins important qu'avant. Moi, ça me semble plus difficile à sortir quelque chose. De nuit à Paris. Oui. Zut. Ouais, mais elle a fait des films avec des acteurs américains. Oui. Des films américains. Moi, j'aime aussi beaucoup Ackerman, Chantal Ackerman ou des auteurs, des réalisatrices de ce type-là, mais
c'est moins évident qu'auparavant parce qu'il y a cette habituation progressive. La télévision est très importante. Et la télévision, les spectateurs européens actuellement sont habitués au code hollywoodien. Ce qui fonctionne, c'est il y a des contournements de plus en plus forts de la directive télévision sans frontières. Les films importants en France, le film le plus important, c'est le film du dimanche soir. Là, c'est vraiment le film de la semaine. Le film du dimanche soir, 9 fois sur 10, c'est un film américain. Donc c'est ça. Après, il y a une habituation au code cinématographique hollywoodien qui fait que pour des spectateurs assez jeunes, c'est difficile. Et on le voit avec nos étudiants. Nos étudiants ne connaissent pas. Hein. Truffaut, pour eux, c'est complètement... Ils sont hermétiques à ça. Ils ne comprennent pas. La nouvelle vague, ça reste... ah non, 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 je ne peux pas regarder ça, je ne peux pas regarder. Parce que justement, il y a quelque chose d'indécidable qu'ils ne peuvent pas assimiler. Et il y a une rapidité dans le cinéma américain, dans les codes, que pour eux, il faut que ça aille beaucoup plus vite, etc. Donc, quand je disais par provocation que le dénominateur commun, c'était le cinéma américain, malheureusement, c'est quelque chose qui devient réel, quoi. Mais ça avait déjà été pointé. Enfin, en 1967, il y avait déjà des articles en disant qu'il y avait une certaine dérive. Avec la nouvelle vague, lutter contre Oui. le cinéma est un produit. Oui, et de système de produits, consommation. Alors, si un film touche beaucoup d'argent, est-ce qu'il doit payer les médias un petit morceau de ce qu'il gagne? Ah, non, 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 non. Non, non, parce que Média, en fait, Média a de l'argent au préalable. En fait, Média, c'est un accord entre tous les pays européens. Et les pays européens donnent de l'argent à Média selon la proportion de leurs films. Mais il est donné avant. Donc le budget est déjà établi dès le départ. Et donc un film qui reçoit de l'argent de Média n'a pas obligatoirement, ce n'est pas des avances sur recettes, c'est simplement ce qui aide à faire le film. Puis ce qui est encore plus choquant, c'est qu'il n'y a aucune punition si le film est mauvais Oui. et ne touche à rien. Oui. Pour l'entreprise. Mais si le film gagne de l'argent, est-ce qu'il faut repayer les finances? Ah non, non, non. Non, non, non. Non, non. Donc c'est tout le paradoxe. C'est intéressant aussi, mais ici aux États-Unis, on a des films qui sont un peu plus artistiques et des choses comme ça, qui se développent plus doucement, mais ils ont moins de succès aussi. Oui. Ici aux États-Unis. Mais il y a de toute façon des films indépendants aussi aux États-Unis, qui sont. Mais on les voit moins en France. Hein. Par exemple, qui fait passer des films indépendants. Donc, je pense que c'est Directive qui essaie de limiter c'est Hollywood, quoi. C'est complètement périmé avec les nouvelles technologies. Oui, bien sûr. Mais je n'ai pas eu le temps de montrer, mais Média, par exemple, dans le petit film de Média, dit que l'enjeu actuel, c'est justement ça, quoi. C'est de voir comment les films vont passer par les nouveaux, le câble, etc., par Internet, et de dire est-ce qu'on peut trouver des nouveaux systèmes pour imposer le cinéma européen au niveau d'Internet. Ah oui, c'est un rêve. Mais c'est pour ça que je voulais montrer le film, qui est un rêve, quoi. Et la réalité, je ne suis pas sûr que ça soit aussi brillant que Média le prétend, quoi. Question? Je me demandais s'il n'y a pas pour avoir suffisamment de points, pour avoir des aides, si on a des faux scénaristes ou des faux réalisateurs. C'est pour moi. Oui. On met le nom de quelqu'un et puis il y a quelqu'un derrière. Il y a eu des scandales avec ça. Ouais. Des scandales avec quoi? Parce que pour avoir des aides, il faut avoir un certain chiffre, donc qui compte. Donc si des systèmes. oui, donc je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas de question de faux réalisateurs? Il y a le nom de quelqu'un, mais il y a quelqu'un derrière qui fait le boulot. Oui, non, mais c'est déjà arrivé, mais comme ça a été éventé, ils l'ont fait avec, je ne sais plus, le film qui avait fait scandale. Enfin, j'ai un trou. Il y a eu un film qui a fait scandale comme ça parce que le réalisateur était un faux réalisateur, quoi. Et l'autre moyen de contourner, c'est qu'avec le système de points, c'est tellement complexe que c'est plus facile de prendre, parce qu'on peut aussi dire je fais travailler au niveau des employés, au niveau du régisseur son ou n'importe, quelqu'un qui est, si je veux que mon film soit polonais, il faut que j'ai autant de points, c'est un système de points. Et donc on va dire, toi je te fais travailler, mais en même temps je déclare la personne qui est polonaise. Et là on va moins vérifier, un réalisateur ça a été déjà fait, quoi. Donc il y a un système, comme le système est assez complexe,
on travaille sur le système de points. Non, mais on travaille. Le système, j'aurais pu le montrer, mais je passais 1 heure à expliquer. Quand on voit le système de points, on ne comprend pas tout de suite en disant mais ça passe où quoi. Donc après, c'est vraiment de dire le balayeur peut finalement être important. Quoi. Celui qui balaye les plateaux, sa nationalité est importante. Ça peut être un point. Quoi, qui, Est-ce que vous avez dit qu'il existe des films américains qui ont reçu de finances? Théoriquement, ça c'est interdit, de manière directe. Donc de manière directe, c'est pour ça que Match Point de Woody Allen n'est pas un film américain. C'est un film anglais. Mais par exemple, l'exemple aussi assez connu, c'est le film Others, Les Autres, avec Nicole Kidman, qui est un film espagnol. C'est un film espagnol. Et donc il a été, et le réalisateur est plus ou moins d'espagnol, quoi. Mais bon, ça reste, je suis persuadé qu'aux États-Unis, ça reste un film connu. Enfin, je pense qu'il a eu un succès, mais personne ne sait que, d'un point de vue légal, Others est un film européen. Amenábar a fait en sorte que ça a répondu au système de classification espagnol, et il a eu des aides de l'État espagnol. Donc Nicole Kidman est espagnole quelque part. Quand elle... Mais le réalisateur, est-ce qu'il était espagnol? Amenábar est d'origine espagnole, oui. Mais donc toute la production, tout le monde a vu ça comme un film. Je pense que les Américains sont persuadés que c'est américain, simplement parce qu'il y a Nicole Kidman. Je l'ai vu, je crois. Non, d'un point de vue légal, c'est espagnol. Et il y a eu donc des aides de l'État espagnol. C'est ça le cinéma européen aussi.